Vous l'attendiez, il est de retour. Bah voilà, ça fait 2 ans que vous m'attendiez, je sais, j'ai été long. Voilà, je suis enfin de retour après 2 ans et demi, voilà, bon. Il y a 2 ans et demi, j'avais sorti 2-3 petites vidéos, bon, pas trop, voilà, bon, non, c'était pas la folie, on va pas se mentir, hein. Là, ça y est, on s'y remet, sérieusement. Bon, même si vous avez pas pu voir mon évolution pendant ces 2 ans et demi, j'ai pris pas mal d'XP et je vais vous montrer comment s'installer au Japon sans galère. Enfin bon, il y aura un peu de galère quand même. Alors déjà, avant d'arriver au Japon, voilà, forcément, il faut trouver un endroit où dormir. Mais laissez-moi dormir, donc bon, là, forcément, vous allez avoir plusieurs choix. Donc soit, voilà, vous prenez une share house avec plusieurs personnes, vous vivez en communauté, soit vous prenez votre appart solo. Mais bon, on va pas se mentir, voilà, quand on arrive au Japon, on n'a pas beaucoup d'argent, même si on vient étudiant, PVT ou travail. Au début, on va plus se prendre un petit truc, voilà, tranquille, histoire d'économiser un peu d'argent. Après voilà, même si on a de l'argent, il y a sûrement des gens, voilà, ils veulent faire des rencontres, ils veulent voilà, être en communauté, parler japonais, parler anglais, etc. Mon conseil au début, ça va être de prendre un logement de fortune, voilà, c'est dit, un logement en fait qui va être temporaire. Pourquoi? Vous allez me dire, j'ai toujours rêvé de faire ça. Parce que bah déjà avec les photos sur internet, ok, on peut se faire une petite idée, on peut même faire des visites online parfois. Pas partout, mais voilà. Si vous êtes dans une share house, il se peut que les personnes avec qui vous soyez, ça soit nul. Vous voyez des photos, vous arrivez, en fait c'est minuscule, hein, voilà. Moi j'ai bien connu ça ici. Donc voilà, mon conseil sera de prendre quelque chose de non définitif. Au moins vous êtes peinard, vous êtes tranquille. Voilà, après si vous trouvez quelque chose de super bien dès le départ, les gens ils sont top, l'appart il ressemble aux photos, bon, tant mieux pour vous. Là vous avez plusieurs sites, moi voilà, j'ai utilisé des sites comme Sakura House, Oak House pour les share house. Voilà, et mon conseil surtout ce sera de prendre quelque chose proche de votre école, travail, et si c'est vraiment trop cher, dans ces cas-là, éloignez-vous, mais prenez au moins une ligne directe, voilà, une ligne où vous n'allez pas faire beaucoup de changements, où vous n'allez pas payer d'autres lignes, etc. Sachant que peu de personnes le savent, mais quand vous venez au Japon, même en tant qu'étudiant, vous pouvez vous prendre un abonnement. Donc si vous restez 6 mois, vous pouvez vous prendre une carte de métro 6 mois. Donc vous faites quand même pas mal d'économies, donc c'est un conseil. Bon, et surtout, lisez bien les conditions, le délai de préavis, si voilà, ouais, faut rester un certain temps dans l'appartement, s'il y a des choses à respecter, il y a des choses à faire, des papiers à donner, etc. Lisez bien tout, c'est super important. Bon, maintenant l'expérience de share house, ça se passe comment? Pour moi, l'expérience de share house, je dirais pas que ça s'est mal ou bien passé, je dirais juste que en fait c'était nul. Je m'y attendais quand même et j'ai quand même été déçu. Donc moi j'étais à Shinjuku, donc j'étais assez bien placé. J'étais arrivé en janvier 2023 et je suis parti en mars 2023. Je payais à peu près 50 000 yens. Donc 50 000 yens, ça représente à peu près 300 €. Donc ce qu'il faut que vous vous disiez aussi, c'est qu'au Japon, un étranger, un gaijin, nous sommes des étrangers, nous sommes pas chez nous. Voilà, c'est dit, on n'est pas chez nous. On est des immigrés ici. On payera toujours plus cher qu'un japonais. En général, on paye à peu près 2 fois le prix qu'un japonais payera, que ce soit pour une share house, appart, etc. Le problème de ma share house, c'est comme je viens de vous le dire, elle était pas exactement ressemblante aux photos. En fait, sur les photos, ça paraissait quand même plus grand, ça paraissait un peu plus spacieux, un peu plus cool. En fait, au final, j'avais une chambre avec un giga pilier au milieu de la chambre. Et en fait, je tournais autour de ce pilier pour aller chercher mes habits, pour aller me coucher, etc. Enfin, c'était vraiment une galère. Ensuite, on était à peu près une vingtaine, un peu plus de 20 personnes. En fait, c'était pas vivable, on était beaucoup trop. Et en fait, il y avait que 3 douches, une réservée pour les femmes, donc 2 pour les hommes. Et il y avait une machine à laver et un sèche-linge, donc pour plus de 20 personnes. Sachant qu'on était une majorité d'hommes quand même. Donc le matin ou le soir pour prendre sa douche, je peux vous dire que c'était la guerre. Voilà, on arrivait comme ça. Et puis après voilà, hein, fallait se taper, hein, mais non, ouais, c'était le premier qui arrivait. Donc moi parfois j'arrivais, je descendais, je remontais, parce que moi j'étais au 3 ou 4e étage et les douches étaient au 2e étage il me semble. Donc je remontais, je descendais, je faisais comme ça, je faisais le yo-yo comme ça, et puis voilà, on attendait, hein, et puis bon, c'était bien chiant quand même. Ensuite ça, bon, c'est souvent le problème de vivre en communauté, mais c'est le bruit, surtout en plus au Japon, on entend tout, les murs sont très fins, surtout dans les share house, voilà, je pense que c'est des bâtiments, voilà, pas top, donc du coup on entend vraiment tous les bruits, et moi en fait mon étage était juste à côté de la cuisine, donc en fait il y avait des gens, voilà, jusqu'à 3-4 heures du matin, ils étaient là, ils gueulaient, ils parlaient et tout, etc. Bon,
Je vais pas mentir, quand je suis arrivé au Japon, voilà, c'était un peu la vida loca, moi aussi, j'étais là, j'entrais à 5-6 heures, j'étais complètement torché. Mais tranquille, tranquille. Bon, et aussi malheureusement, voilà, dans les share house, ce qu'on rencontre souvent, c'est les beaufs. Voilà, on rencontre des gens, on n'a pas trop envie de leur parler. Alors il y a des gens super sympas, moi dans ma share house, il y avait des grands-mères, des Oba-chan, voilà, je sais pas ce qu'elles foutaient là. Elles avaient au moins 70 piges. Bon, c'était une expérience, mais bon, il y avait des gens super sympas aussi qui m'ont proposé, voilà, qu'on allait se boire un verre, qu'on allait se faire un resto, etc. Mais voilà, je suis tombé comme par hasard sur le français, le beauf ultime. Voilà, j'étais en train de me brosser les dents tranquillement. Le mec, il arrive. Ouais, t'es français, toi? Ouais. Ici, ça b***, ici, tranquille. Ici, on est bien. Les japonaises, tu connais. Moi, j'en ramène une chaque jour. On est bien ici. Ah ouais, cool et tout, cool ta vie et tout. Et du coup, ça fait combien de temps que t'es ici? Moi, je me disais, bon, le mec, ça doit faire quelques mois qu'il est ici. Ça y est, il vit la vie d'Aloca au Japon et tout. Ça fait 5 ans que je vis ici. Va manger du caca là au lieu de me parler de conneries à la con. Il y a sûrement des gens qui ont reçu une éducation un peu aussi, voilà, je sais pas, problématique, ou je sais pas, ils ont pas les bases. Voilà, ils ont pas les bases. En gros, il y avait des toilettes à chaque palier. T'allais dans certaines toilettes, et bah, c'était la merde, c'est le cas de le dire, c'était la grosse merde. Du coup, là, soit j'allais à l'étage d'au-dessus ou d'en bas, mais bon, c'était vraiment chiant quand même. Donc moi après j'ai décidé de prendre mon propre appartement, là ça y est j'en avais marre, et donc du coup je suis passé par une société, voilà, j'ai pas mal cherché sur des sites même japonais et tout, mais bon, je vais pas vous mentir, ça c'est la dure réalité aussi. Si vous parlez pas japonais à un bon niveau, si vous avez pas un taf, etc, passer par des agences japonaises, ça va être très très compliqué, vous allez vous faire refuser, je pense une fois sur 2, une fois sur 3, après vous pouvez y aller au culot, hein. Vous pouvez y aller au culot, on sait jamais. Inch'Allah ça passe. Donc là j'ai décidé de passer par une société qui s'appelait Fontana et j'ai réussi à trouver un appart qui était super bien placé à Nakano. Et Nakano c'est vraiment un quartier que je kiffe et que je conseille d'ailleurs parce que en fait souvent dans les vidéos on entend Nakano Broadway, mais en fait Nakano c'est un immense quartier, c'est vraiment le géant, et c'est à côté de Shinjuku, c'est vraiment collé à Shinjuku, donc c'est vraiment un super quartier. Bon par contre encore une fois j'avais un 12 ou 13 mètres carrés et je payais 600 balles. Donc là actuellement mon appart, enfin c'est même pas un appart, c'est une maisonnette actuelle, 40 mètres carrés, et on paye le même prix à deux. Mais ça, j'en parlerai dans une prochaine vidéo, les petites techniques tu connais, on est là. Donc bon voilà, ça c'était ma petite vie, mais voilà, c'est mon conseil, venez au Japon, prenez votre logement de fortune, et après, quand ça fera peut-être 1-2 mois que vous êtes au Japon, vous avez peut-être eu le temps de voir d'autres quartiers, et peut-être des visites, voilà, etc. en vrai. Là au moins vous pourrez peut-être soit vous prendre un appart solo, soit si vous voulez toujours économiser, au moins prendre une bonne share house avec une vraie chambre sympathique, sachant qu'il y a des share house où parfois vous êtes que 2 ou 3, donc ça c'est à vous de chercher. Donc bon, maintenant ça y est, vous avez votre logement, vous êtes tranquille, vous savez où dormir. Maintenant ce qu'il faut, c'est que vous venez au Japon, forcément. Il est con quoi. Et donc du coup, vous allez arriver à l'aéroport, tout de suite on va vous passer votre Zaryu Card. En gros c'est votre carte de résident. Et en gros cette carte de résident elle est super importante parce que dès que vous allez devoir justifier votre identité sur des sites, applications, dans des magasins ou je ne sais quoi, on va toujours vous demander Zaryu Cardo, voilà. En fait dès que vous arrivez au Japon, vous allez arriver dans votre logement et là il faut tout de suite, vraiment voilà, si vous venez... alors si vous travaillez ça peut être compliqué si vous travaillez tout de suite le lendemain, mais bon en général si vous venez en étudiant etc, vous venez toujours 1 ou 2 semaines avant le début. Donc voilà, il faut tout de suite que vous alliez à la mairie de votre quartier, tout de suite vous vous inscrivez dans votre mairie, vous souscrivez à l'assurance etc, et vous faites en gros imprimer votre adresse sur votre carte. Et en fait du coup quand vous aurez fini tout ça, bon ça prend pas mal de temps, hein. Moi à chaque fois que j'ai dû changer d'adresse etc, ça m'a pris 3-4 heures là, donc prévoyez du temps. C'est pour ça qu'il faut vraiment y aller avant le début de votre taf ou votre école. Et c'est comme en France, hein, c'est que du lundi au vendredi de 8h à 17h. Donc voilà, il faut vraiment y aller le matin, un conseil. Et en fait ça va vous débloquer toutes les procédures très importantes à faire au début, dont je parlerai juste après, qui sont le numéro de téléphone et la banque.
Maintenant, ce qu'il faut, c'est avoir un numéro de téléphone, forcément. Pour pas vous prendre la tête, enfin surtout pour pouvoir au moins un petit peu communiquer, etc. Quand vous arrivez à Tokyo, enfin n'importe quelle ville au Japon, mais voilà. C'est à l'aéroport de prendre un forfait au moins une semaine, 2 semaines, voilà. Après, c'est vous qui voyez si vous voulez faire un mois, etc. Mais voilà, vous prenez un petit forfait de touriste, là, comme ça, au moins vous savez que vous avez un peu d'internet, etc. Vous êtes tranquille sur ça. Et vous pouvez au moins vous balader les premiers jours avec ce forfait là et même pour chercher votre appart quand vous allez arriver, etc. Et donc au Japon, bon, malheureusement les forfaits internet sont un peu bloqués dans le passé, voilà, vous vous souvenez, hein, les petits forfaits Virgin Mobile, etc., où on payait une blinde pour 3 gigas. Et bon au Japon c'est comme ça, voilà, ils ont des forfaits avec 3, 4, 5 gigas, 10 gigas et tu payes 40, 50 euros. Alors heureusement il y a des opérateurs comme en France, un peu comme Free, qui sont moins chers, qui proposent de l'illimité, etc. pour 20-25 euros. Bon ça reste quand même plus cher que la France, mais on peut trouver des trucs sympas. Pour moi, quand on arrive le meilleur opérateur, si on part du principe que le japonais on parle pas très bien ou voilà moyen, c'est Rakuten. Alors Rakuten en fait c'est voilà un forfait comme j'ai dit comme Free un peu. Et ils proposent surtout leurs services en anglais. Bon, c'est bien, la technologie a bien évolué, merci. Hein. Aujourd'hui, maintenant, on peut avoir direct la carte SIM sur son tel, j'ai oublié comment ça s'appelle. Et du coup, voilà, vous pouvez tout faire sur le site internet. Vous faites tout est en anglais. Là, vous justifiez votre identité avec la Zaryu Card. Et vraiment, dans les 10 minutes qui suivent, vous savez, vous êtes souscrit à Rakuten. Et comme je viens de dire, l'avantage avec Rakuten, c'est que vous avez forfait illimité pour à peu près 3000 yens et quelques, donc ça doit faire 20-25 euros. Bon, par contre, je préviens, Rakuten, voilà, c'est comme Free, mais malheureusement, en fait, la qualité du réseau est pas incroyable dans le sens où, en fait, dès que vous allez arriver dans des endroits un peu bondés, c'est Shinjuku, Shibuya, il y a des moments où vous allez capter vite fait, voilà, dès que vous allez dans des métros vraiment blindés, bon, vous pouvez arrêter de scroller, vous pouvez faire autre chose, hein. Vous pouvez juste écouter votre musique, ça va être compliqué. Une fois que vous allez prendre de l'expérience au Japon, vous allez rester un petit peu de temps, vous pourrez changer pour un autre forfait avec un meilleur réseau. En gros, les entreprises au Japon, c'est comme en France. En France, il y a SFR, et puis ils ont d'autres branches un peu moins chères pour les gens qui veulent pas payer trop cher. Et au Japon, c'est pareil, ils ont SoftBank, Docomo, et en fait, ils ont d'autres branches pour les gens qui veulent pas payer aussi cher. Parce que si vous allez vraiment chez SoftBank, Docomo, etc., le truc principal, vous allez payer 8-9 000 yens, ce qui est énorme. Ouais, je suis chez une branche de Docomo, et du coup, pour 100 gigas, je paye à peu près entre 3 et 4 000 yens. C'est un peu plus cher que Rakuten, mais par contre, j'ai un réseau de fou, je peux, voilà, dès qu'il y a du monde, c'est pas grave, ça marche très bien. Donc maintenant, ça y est, on est presque arrivé à la fin de votre insertion totale au Japon. Maintenant, il vous reste le compte en banque. Alors pourquoi c'est important de se faire un compte en banque? Voilà, souvent, si vous passez par une école, etc., enfin, si vous passez par un organisme, ils vont sûrement vous recommander Waze. Waze, je suis un malade. Vous oubliez, Wise, voilà. Ils vont sûrement vous recommander Wise. Sauf que oui, c'est bien, ok, pour faire des transferts, etc. Ces banques-là, vous payez pas trop de frais ou voire pas du tout. Mais le problème, c'est que au Japon, c'est un système, voilà, très bloqué, très, voilà, ils veulent des comptes japonais. Sinon, parfois, si vous prenez certains apparts, si vous faites certaines transactions, vous serez refusé. Par exemple, il y a certaines salles de sport au Japon, si vous n'avez pas un compte japonais, vous pouvez pas entrer dans les salles. Bon, elles sont pas toutes comme ça, heureusement, mais voilà, ça arrive. Vous avez que 2 banques, je dirais, Shinsei SBI. Donc moi, c'est la banque chez qui je suis. Soit vous avez JP Banque Postale. En fait, c'est un peu comme la banque postale en France. Et donc vous ouvrez un compte chez la banque postale du Japon. Et Shinsei, c'est une vraie banque. Bon, les deux sont pas incroyables, on va pas se mentir. Mais encore une fois, le but c'est de prendre un truc. Et une fois que vous serez intégré, etc., là vous pourrez choisir une autre banque, voilà, Mizuho, voilà, les grosses banques japonaises. Mais pour le début, voilà, je conseille de prendre ces banques-là parce que c'est vrai qu'au final, les grosses compagnies, même de téléphone, au final, c'est vrai que j'en parlais juste avant, mais souvent elles vont vous refuser si elles voient que vous êtes étudiant, que vous n'avez pas de travail, etc., Ils sont un peu chiants sur ça au Japon. Et les banques, c'est pareil. Si vous essayez d'aller dans des grosses banques japonaises, ils vont sûrement vous refuser parce que vous êtes étudiant, ou vous travaillez pas, vous avez un salaire très bas, etc., si vous faites un baito. Donc,
Voilà, ces deux banques là et juste pour moi la meilleure ça reste Shinsei Bank au début. Pourquoi? Parce qu'ils ont un service en anglais et vous envoient les papiers en anglais au début, alors que JP Postbank il me semble que tout est en japonais, donc c'est un peu plus compliqué, ou bien peut-être que le début sera en anglais mais après tout sera vraiment en japonais, donc c'est compliqué à gérer. Donc ne soyez pas choqués, encore une fois le Japon c'est un pays un peu en arrière par rapport à ça, mais quand on postule pour une banque au Japon, on ne reçoit pas de carte de débit ni de crédit, on reçoit une cash card. Donc voilà, une carte juste pour retirer du cash. Voilà, au Japon tout se fait par cash, donc ça c'est un peu chiant. Bon voilà, on n'a qu'un seul choix, hein, c'est de s'habituer. Et puis comme j'ai dit depuis tout à l'heure, plus vous allez monter, plus vous allez avoir un meilleur job, etc., etc., plus vous allez pouvoir avoir accès à certaines choses, même si, je vais pas vous mentir, pour les étrangers, on aura toujours des petites difficultés, mais bon voilà, c'est comme ça. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura informé, vous aura plu, et puis voilà, on se retrouve pour la prochaine. Allez, Jana!